La tempête Déby a décidé à changer totalement mes plans. Donc finalement, on va passer quelques heures ou quelques jours ensemble pendant que je réponds à ce sujet qui est les choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver à Montréal. Et c'est valable en gros pour PVT RP puisque maintenant je suis en RP. Mais il faut savoir que de 2018 à 2020, j'étais en PVT. Je sais que ma première vidéo sur le sujet sur toutes les questions que vous avez pu me poser sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste là, ou là, à voir. Je sais que ça vous avait beaucoup intéressé et certains d'entre vous m'ont demandé de passer plus de temps sur certaines questions ou de faire d'autres sujets similaires en lien avec Montréal, puisque vous êtes quand même nombreux à soit déjà y habiter ou soit à vouloir venir y habiter. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sympathique. Donc j'avais prévu de sortir la journée, d'aller travailler dans un café, de me promener avec vous pendant que je vous parlais de ces choses que j'aurais aimé savoir avant de partir, avant d'arriver plutôt à Montréal. Mais au final, comme il y a beaucoup de pluie et qu'il y a beaucoup de vent, on va tout faire à la maison. Donc ça sera un mélange de petits rushs où je fais 2-3 trucs dans l'appart. Après, je sais pas, ça se trouve que vous verrez cette vidéo sur plusieurs jours parce que je répondrai aux questions jusqu'au week-end. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Mais en tout cas, je vous mettrai le timing avec les questions auxquelles je réponds à chaque moment de la vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas envie de regarder une vidéo complète, vous allez directement sur le timing et la question qui vous, ou le sujet qui vous intéresse. Et ça sera peut-être plus simple. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une vidéo sit down, chit-chat sur le canapé où du début jusqu'à la fin je parle? Ou est-ce que vous aimez bien qu'il y ait des intrusions de rush où je fais des trucs, où je vous montre Montréal, où je fais des activités, bref. Dites-moi ça en commentaire. Et pour le coup, je vous ai même pas dit bonjour. Moi, c'est Sandy. J'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en résidence permanente à Montréal, Québec. Et je suis arrivée ici le 2 mai. Donc, il faut savoir que, comme j'ai dit, j'étais en PVT de 2018 à 2020 à Montréal. Et on a décidé de faire notre RP. On a eu notre RP et maintenant, on est en RP depuis le 2 mai. Du coup, voilà, c'est à peu près les grandes lignes. J'avais déjà une chaîne YouTube, donc il faut savoir que je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant. Mais j'ai délaissé mon autre chaîne parce que je ne me reconnaissais pas trop dans comment elle avait évolué et tout, puisque maintenant j'ai 35 ans, donc il s'en est passé du temps. Et donc du coup j'ai décidé de faire une nouvelle chaîne pour faire quelque chose qui me correspond plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous appréciez. C'est parti, on va commencer tout de suite et je vais juste aller me mettre sur le canapé pour être confortable. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre et que je ne suis pas trop loin. Et désolée pour le bruit, mais on a une genre d'autoroute qui passe à côté. Il pleut, il y a beaucoup de vent, bref. Alors, ce que j'aurais aimé savoir avant de partir habiter à Montréal, qui se trouve au Québec, c'est que finalement, ici, il y a vraiment deux saisons très fortes, entre guillemets. Donc, bien évidemment, c'est l'hiver. On s'entend bien qu'il fait froid. Mais, comment expliquer? Le froid ici est gérable. Dans le sens où je trouve qu'il y a plein d'infrastructures qui font que on arrive à supporter l'hiver en soi, même s'il fait froid. On a des équipements vraiment dédiés. Par exemple, le manteau que j'ai ici, que j'ai payé plutôt cher pour le coup, mais que j'ai encore parce que du coup, j'ai gardé mon manteau que j'avais acheté durant mon PVT parce que c'est de la très bonne qualité, ça dure dans le temps, il n'y a aucun problème. C'est vraiment fait pour un hiver au Canada. Contrairement à ce qu'on peut acheter quand on est en France et tout ça, qui pour moi ne sont pas vraiment des manteaux d'hiver comme on s'entend ici. Mais du coup en fait c'est très supportable parce que on a le matériel et les vêtements pour supporter l'hiver. Après ce qui est vraiment gênant, c'est qu'à un moment donné ça devient trop long. Genre par exemple fin février, début mars, en fait on en a marre et on a juste envie de passer à autre chose parce que l'hiver ici est long. Mais on s'entend que c'est supportable parce que aussi il y a aussi ce côté où je trouve qu'ici, autant en été il y a énormément d'activités à faire, en hiver il y en a quand même pas mal, il y a même des festivals, il y a plein de choses à faire pour peu qu'aussi que vous ayez un petit peu les moyens, que vous ayez de l'argent.
l'hiver est supportable. C'est juste que sur la durée, c'est trop long, mais vraiment trop long. Et aussi, on ne parle pas suffisamment de l'été. L'été ici, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Genre, des fois, il y a des ressentis à 40. Personne ne parle de canicule comme en France, mais ici, il y a vraiment un été. Et alors, il faut savoir que moi, je suis martiniquaise. J'ai grandi en Martinique, j'ai vécu en Martinique jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et après, j'ai déménagé en Île-de-France. Donc, ma comparaison se fait parce que j'ai vécu en Martinique et habité pendant plus de 10 ans en Île-de-France. Donc, je sais que des personnes, par exemple, qui viennent du sud de la France ou d'un autre pays où il fait chaud ou un peu plus froid et tout, auront des opinions différentes vis-à-vis de moi. Mais moi, par rapport à mon vécu, à mon histoire et à comment je réagis au froid et à l'été, je trouve que l'été ici me fait un peu penser à l'été aux Antilles. Non pas par rapport aux températures qui sont aussi fortes, parce qu'ici vraiment, quand on a un ressenti 40, on a un ressenti 40. Mais en termes d'humidité et tout ça, je trouve que c'est un peu similaire. Et il faut noter que ouais, l'été ici, c'est une autre vibe. Genre moi, je sais que on a un RP, donc on a prévu d'y rester. Hein. Pour l'instant, c'est pas, même si les débuts sont difficiles et qu'on a pensé à arrêter, si on a décidé de faire notre RP, c'est qu'on veut quand même rester ici plus de 5 ans, voire un peu plus, on verra. C'est pas figé dans le temps, bien évidemment, mais parce qu'on a prévu d'y habiter. Mais genre, moi, je partirais pas en vacances au soleil en été. Genre, je partirais en vacances au soleil en hiver, genre. Mais pour moi, ici, l'été, tu peux faire tellement de choses et c'est tellement agréable qu'il n'y a aucune raison de partir en vacances à cette période. Et c'est vraiment une vibe, c'est vraiment un truc de ouf en fait. Je trouve ici que pour l'instant, je n'ai vécu nulle part. Parce que bon, j'ai grandi, comme je vous dis, en Martinique, donc pour moi, c'est. Voilà, j'ai vécu sur une île. De janvier à décembre, pour moi, c'est la même vibe et tout ça. Voilà, on fait vite fait le tour. Mais je trouve qu'ici, quand même, en été, il y a vachement des choses à faire. C'est archi agréable. Moi, dès les premières semaines, quand il a commencé à faire chaud, j'ai pris des coups de soleil. Ouais, non, c'est vraiment une vibe ici, l'été. Une vibe que j'aime beaucoup. Après, comme je le dis à chaque fois dans mes différentes vidéos, les ressentis vont être différents d'une personne à l'autre. Parce qu'on a tous des vécus différents, on a tous une histoire différente. Et par exemple, il faut savoir que nous, notre PVT, on a adoré. Même si ça a été en plein dans, vous savez, la pandémie là, qui est arrivée, on a kiffé notre PVT. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis, putain, désolée du mot qui est sorti, mais je me dis que les choses peuvent vraiment être différentes d'une année à l'autre, d'un moment dans la vie à l'autre, parce que par exemple, notre PVT du début à la fin, même si on a eu des petits problèmes qui sont survenus et tout ça entre-temps, on a archi bien vécu notre PVT, on a adoré, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre RP. Et là, pour notre RP, on est arrivé à Montréal, ça a été déjà une catastrophe, on a enchaîné les problèmes. Choudou est tombé malade, bref, il y a eu plein de choses qui font qu'on s'est dit waouh, en fait, une expérience au même endroit peut changer du tout au tout, juste en voilà, parce qu'on a peut-être pris de l'âge ou juste parce que cette période n'est pas la nôtre, quoi, entre guillemets. Donc ouais, une expérience peut changer vraiment d'une personne à l'autre. Tout ça pour vous dire que nous, par exemple, voilà, comme j'ai dit, notre PVT, on a juste kiffé. Moi, je sais que j'ai adoré parce que pour le coup, même si je me suis fait remercier, même si j'ai pris 3 mois avant de pouvoir trouver un boulot, même si ça a été difficile niveau argent, même si je me suis sentie un peu seule parce que je connaissais personne et tout ça, il y a eu un truc ici qui faisait que je me sentais bien et en sécurité. Et l'avantage, c'est que pour la première fois de ma vie, un autre de mes travaux que j'avais pu trouver à partir de mars, en fait, était à 30 minutes max de la maison, tout en sachant que je n'ai jamais eu ça de ma vie. Quand je travaillais à Paris, j'avais minimum 1 heure de trajet. Et c'est le minimum, hein. J'ai déjà fait 2 heures de trajet et le matin et le soir juste pour aller au boulot. Donc je peux vous dire le temps que vous perdez pour aller au travail.
Et du coup, là, c'était juste 30 minutes max. Donc, j'avais 10 minutes à pied du métro. Et après, c'était métro pendant allez, 15-18 minutes. Et ensuite, j'avais juste à marcher dans les couloirs du métro et des galeries. Et en fait, j'accédais directement à mon travail en fait, sans avoir à ressortir dehors. Et ça a beaucoup facilité les choses en hiver. Et ça a rendu les choses très agréables et supportables. Parce qu'en fait, dans la journée, je passais quoi 20 minutes max, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, entre ma maison et le métro, dans la neige, entre guillemets, dans le froid. Sinon, tout le reste, j'étais dans les galeries. Parce que, comme je vous ai dit, ici, si vous habitez dans Montréal, je parle bien dans le centre-ville de Montréal, vous avez facilement accès, ça dépend vraiment où vous vous trouvez, à le métro et à ces différentes galeries pour vous permettre en fait de naviguer quand il fait froid et d'avoir le moins de contact avec l'extérieur. On s'entend bien que ça va dépendre aussi si vous habitez plus ou moins loin d'un métro ou pas, et est-ce que le métro fait partie du système de galeries qu'il y a ici. Mais pour le coup, voilà, moi ça a facilité ce côté où je me suis sentie bien ici et où j'ai pas trop senti les effets négatifs de l'hiver. Alors que Choudou avait un ami qui arrivait aussi à peu près à la même période que nous avec sa compagne. Et elle a très mal vécu l'hiver ici. Parce que pour le coup, ils habitaient, il me semble, dans le Mile End. Et son travail était vraiment très loin. Genre, elle arrivait au bout de la ligne orange. Ensuite, elle avait 25 minutes de bus. Et après, elle devait encore marcher 15 minutes pour atteindre son boulot. Donc, vous imaginez faire tout ce trajet en hiver. Surtout que des fois, le bus en hiver ici, il te dit no way, il ne va nulle part. Donc, du coup, tu fais tes 25 minutes plus 15 minutes, tout ça à pied, dans le froid et tout. Elle a très très mal vécu son expérience à Montréal à cause de l'hiver, parce qu'encore une fois, on s'entend bien que ça dure très longtemps. Et pour le coup, finalement, ils ont décidé de partir même avant la fin de leur PVT parce que, en fait, elle n'a vraiment pas kiffé. Donc, vous voyez, d'une personne à une autre et d'une situation à une autre, votre expérience ici peut soit être très positive, soit être très négative. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte quand vous emménagez ici à Montréal. Faut pas vous dire, oh ça va, je verrai pour les saisons ici, je verrai pour l'hiver comment je fais. Essayez de penser un petit peu stratégique dans votre localisation et par rapport au boulot. Si vous savez déjà où est-ce que vous allez travailler, c'est un peu plus facile pour savoir où est-ce que vous allez habiter, ce genre de trucs, ça peut facilement aider. Je pense que surtout les premières années, il vaut mieux faciliter vos différents déplacements et trajets. Je sais que là, avec les prix à Montréal, tout a augmenté, donc c'est peut-être un peu difficile d'habiter dans le centre-ville parce que du coup, il faut se dire que ouais, il faut mettre de l'argent malheureusement. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à penser à ça aussi parce que ça peut jouer énormément pour l'hiver ici à Montréal pour le coup. Alors, l'autre chose que j'aurais aimé savoir avant de partir, c'est que quoi qu'on dise, même si on est à Montréal et que ça fait partie du Québec et que ici on veut maintenir cette langue qui est le français, en tout cas le français québécois, il faut quand même parler anglais. Ce n'est pas une obligation, mais je vous recommande quand même de parler anglais. Parce que il faut savoir qu'ici à Montréal, vous allez trouver de tout, dans le sens où je trouve que c'est très multiculturel, qu'il y a beaucoup d'étrangers, que ce soit des étudiants ou des personnes en PVT ou des gens qui habitent ici depuis plus de 10 ans, mais qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc du coup, parler anglais est un plus et je pense que c'est quand même nécessaire. Parce que par exemple, quand vous allez dans un endroit, et moi je parle particulièrement de Montréal et du centre-ville de Montréal, je ne connais pas pour les autres villes qui se situent dans le Québec, donc je ne pourrais pas confirmer ou affirmer que c'est aussi valable pour les autres villes du Québec. Mais en tout cas pour Montréal, de par mon expérience, je trouve qu'il faut quand même parler anglais ou vouloir apprendre l'anglais. Parce que dans les endroits où vous allez rentrer ou les discussions que vous allez avoir avec quelqu'un,
soit la personne va directement commencer à vous parler en anglais, ou soit en fait dans la discussion pour X raisons, ça va switcher du français à l'anglais comme ça et vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Mais voilà, c'est ma généralité à moi dans le sens où moi c'est ce que j'ai le plus vécu ici, que ce soit en PVT pendant nos 2 ans ou pendant là les 4 mois depuis qu'on est ici, et même pour les entretiens que j'ai eu à passer quand j'étais en PVT. Généralement à un moment donné dans la discussion, la personne qui m'a interviewé entre guillemets pour le taf m'a parlé en anglais. Donc voilà, et même là actuellement toutes les offres d'emploi que je vois, ils demandent d'être certes fluent, donc vraiment parler très bien le français, mais aussi d'avoir l'anglais écrit et parlé. Donc je pense que l'anglais est quand même nécessaire, et même si vous ne l'avez pas encore, que vous ayez cette volonté d'apprendre, Montréal peut être vraiment une très bonne alternative si par exemple vous voulez apprendre l'anglais dans votre carrière professionnelle ou dans vos études, parce que pour le coup, voilà, vous allez facilement trouver des professeurs, des cours, ou dans votre travail, vous allez facilement trouver des gens avec qui vous pourrez parler anglais, parce que justement, Montréal a ce truc de où il y a des cultures de partout dans le monde, donc voilà, les deux langues se battent un peu en duel. Du coup, voilà mon avis, en tout cas, et mon expérience vis-à-vis de ça. Mais faites attention, parce que pour le coup, je sais que c'est un débat qui est très houleux en ce moment et depuis très longtemps au Québec. Mais voilà. Alors, en termes de prix, en fait, quand on était en PVT, je trouvais que... Alors, j'étais en PVT de 2018 à 2020, donc juste avant la pandémie. Je trouvais que les prix à Montréal, ça allait encore. Je sais qu'il y avait des personnes, les personnes qui habitaient là depuis déjà très longtemps, qui disaient que ça avait déjà vachement augmenté. Mais moi encore, je trouvais que c'était raisonnable, contrairement à quand je vivais en Île-de-France et Paris, où je travaillais à Paris. Je trouvais qu'on pouvait s'en sortir et que même en étant tout seul, par exemple, vivre à Montréal, c'est encore faisable à tous les points, que ce soit au point du niveau de logement, vivre les activités et tout ça. Là, aujourd'hui, avec les 4 mois que j'ai fait, Montréal, c'est comme toutes les autres villes du monde entier, a subi l'inflation, a subi les impacts après la pandémie, et ce qui fait que je trouve que les prix ont énormément augmenté et que ça devient de plus en plus difficile d'habiter ou de vivre tout simplement à Montréal, hormis si vous avez un super travail et que pour le coup vous touchez plus de 2000 $ et que je sais pas, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec quelqu'un, du coup ça compense d'avoir 2 salaires. Si jamais vous voulez vivre dans le centre de Montréal, il faudra vous accrocher. Il y a des possibilités encore d'être à l'extérieur de Montréal, de ne pas payer trop cher, d'avoir encore des prix qui pour moi sont réseau. Mais voilà, il faut être à l'extérieur. Si vous voulez vivre dans Montréal, je trouve que c'est encore un peu cher. Genre, j'ai payé ça, c'est la version small. Normalement, c'est 14,99 $. Par-dessus ça, vous rajoutez 2 taxes différentes, donc TPS et TVQ. Et du coup, j'ai mis des tips parce que je me sens toujours coupable quand je ne mets pas de tips. Je sais qu'on m'a déjà dit que si c'est un truc à emporter, j'ai pas besoin de mettre de tips. Mais je sais pas, j'ai peur d'être jugée. Après, c'est les débuts, ça viendra au fur et à mesure. Donc du coup, je m'en suis sortie pour 17,24 $. Ça reste réseau par rapport à ce que j'ai déjà vu ici et ce qu'on a déjà dû payer lorsqu'on allait prendre un petit repas à midi. Mais voilà, ça plus ça. Par exemple, les cafés ici, genre un café c'est 4 $ et ça dépend de ce que vous prenez comme café. Du coup, ça augmente vite. Après, si vous restez sur place ou autre, il y a des tips à rajouter, les taxes à rajouter et tout ça. Ça monte archi vite. Donc voilà. Ouais. Les prix à Montréal, faut pas vous dire que vous venez à Montréal parce que c'est moins cher. Genre maintenant, je sais même pas s'il existe une ville en tant que soi où c'est plus cher en fait, où vraiment les prix sont réseau.
Même en Martinique, ma mère me dit que les prix ont explosé et que là, apparemment, ils ont prévu de refaire une grève à la rentrée parce que la vie, elle est beaucoup trop chère et que les salaires ne suivent pas et tout ça. Donc, ouais, niveau prix, ouais, Montréal est remonté. Donc, du coup, c'est pas gratuit d'habiter à Montréal. De toute façon, c'est gratuit d'habiter. C'est pas gratuit d'habiter, peu importe l'endroit où vous allez habiter. Mais il faut vous dire que voilà, faut être accroché, genre. Faut avoir un bon salaire, je pense, pour habiter ici. Ou être à plusieurs, ou avoir des économies. Bref. Les amis, alors je sais, on est facilement 4 jours après le dernier moment où j'ai filmé mes bouts de rush pour cette vidéo. Là c'est le matin et je me suis dit mince, on est le jour où je suis censée poster ma vidéo et je n'ai toujours pas fini de faire cette vidéo, donc nous allons continuer. Là le sujet ça va être ce que j'aurais aimé savoir par rapport au job. Alors ici il faut savoir que je trouve que c'est quand même plutôt facile de trouver un job alimentaire. Ce que j'entends par job alimentaire, ça va être travailler dans un supermarché, ça va être barman, serveuse. Vous avez aussi énormément de terrasses ici en été par exemple qui recrutent pas mal les personnes pour aider soit à servir, soit à être hôtesse, soit en cuisine et tout ça. Donc en soi pour ça, pour ce volet-là, job alimentaire, franchement, vous pouvez trouver archi facilement. Après, est-ce que vous allez être embauché? Ça, c'est autre chose. Mais il y en a beaucoup. J'en vois beaucoup. Des fois, c'est placardé directement sur les restaurants, sur sur les différents endroits, les vitrines et tout ça. Par contre, si vous voulez un job spécifique, je prends mon cas qui suis assistant manager. Donc, l'équivalent ici, c'est adjointe administratif ou community manager, donc ici ils appellent ça gestionnaire de communauté. C'est beaucoup plus difficile. Genre, il y a quelques offres, mais le marché, je pense, est saturé comme en France. Et pour réussir à décrocher juste un entretien, je trouve que c'est la croix et la bannière, tellement c'est compliqué. Tout en sachant que un CV français n'a rien à voir avec un CV canadien. C'est deux trucs totalement différents. Donc, il faudra prendre ça en compte que votre CV, vous allez devoir le refaire. Parce que ici, ils sont très dans le « Ok, tu as fait tel job, mais du coup, quelle a été ta plus-value? Qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise? Qu'est-ce que tu leur as fait gagner? Est-ce que c'est en termes de financier? Par exemple, dans le cas d'un gestionnaire de réseaux sociaux, ça serait combien d'abonnés tu as fait gagner à ton entreprise le temps que tu étais là? Est-ce que tu as réussi des campagnes? Si oui, de quelle façon? Voilà, ils sont très dans le résultat, ça a donné quoi? Et il faut que ça soit des choses très concrètes à dire. Après, une fois que vous avez réussi à bien faire votre CV et que du coup, ça vous permet de décrocher un entretien, c'est vraiment juste à la motivation. Je vous dis ça, c'est par rapport à mon expérience de quand j'étais en PVT. Et généralement, mes entretiens se sont bien passés parce que en fait, j'étais motivée et que j'ai montré que j'avais la motivation. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, pour là où je suis en RP, je n'ai toujours pas réussi à décrocher un seul entretien. Je pense que c'est aussi la période parce que on est en plein été, donc voilà, c'est comme partout, tout est au ralenti. Mais voilà, je pense que encore une fois, le plus dur, c'est de réussir à décrocher un entretien. Et il va falloir travailler et sur votre CV et sur LinkedIn. Parce qu'apparemment ici, on peut trouver aussi très facilement du boulot en postulant sur LinkedIn. Mais pour le coup, il faut avoir aussi un LinkedIn à jour qui mette en avant vos réussites, entre guillemets. Donc, ce que vous avez apporté à l'entreprise où vous avez été. Mais voilà, pour les jobs spécifiques, je trouve que c'est vraiment plus compliqué de trouver du boulot facilement. Et autre chose,
Par contre, si vous êtes dans des jobs qui sont demandés ici, comme par exemple au niveau santé, ils recherchent beaucoup d'infirmières, de médecins, d'infirmiers, de médecins et tout ça. Là, vous allez peut-être réussir à trouver beaucoup plus facilement. Et l'avantage, c'est que des fois, vous pouvez obtenir des visas parce que vous avez ces jobs spécifiques qui sont beaucoup recherchés et où il y a une grosse pénurie. Donc, c'est encore plus facile, entre guillemets. Je mets bien des guillemets parce que, bien évidemment, il y a toujours des démarches à faire. Il y a des fois certains trucs qui prennent du temps. Gardez en tête aussi que, encore une fois, moi, je parle parce que j'habite à Montréal. Je ne sais pas comment ça se passe à Toronto, à Vancouver, à Tadoussac. Je dis ça comme ça parce que c'est le premier nom de ville qui me vient. Mais voilà, j'ai juste la référence de ma situation en habitant à Montréal. Je vais aussi rajouter que, bien évidemment, et je pense que ça, tout le monde est au courant, on m'en avait un peu parlé avant que j'arrive en PVT, mais je voyais pas trop ce que ça pouvait donner. Mais en soi, ici, tu peux vraiment quitter. En fait, ça va dans les deux sens. Tu peux quitter ton job du jour au lendemain, mais il faut quand même garder un préavis de à peu près 2 semaines, juste pour la bonne entente entre ton employeur et toi, quand même, et pour qu'il puisse le voir venir. Mais tu peux aussi te faire virer du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous me suiviez à l'époque quand j'avais mon autre chaîne YouTube Napkin Fancy et j'en avais parlé. Pour le coup, j'avais été placée dans une entreprise. C'était un peu en mode intérim. Je ne sais plus comment ils appellent ça ici, mais voilà, c'était comme un mode intérim. Et en fait, il n'y avait pas de date de fin. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire plein de tâches administratives, mais plus du côté support de documents, mise en page de documents, correction des fautes d'orthographe, bref, ce genre de choses. Mais il n'y avait pas de date de fin. Donc ça pouvait voilà, s'étendre et à un moment donné, ils prévoyaient, si tout se passe bien, d'ouvrir le poste à un poste un peu plus fixe. Donc j'ai eu ce travail et pour moi, tout se passait bien. On me disait que ils étaient archi satisfaits de mon travail, que j'allais très vite, que je comprenais ce qu'ils me demandaient et tout ça. Et un jour, et le pire, c'est que c'était le jour de mon anniversaire. J'allais travailler et je devais finir un peu plus tôt pour aller à Québec parce que mon compagnon m'avait fait une surprise et qu'on allait à Québec City pour le week-end. Donc on devait partir légèrement plus tôt. J'avais prévenu mes employeurs à l'avance, il n'y avait aucun problème. Sauf que le jour J, qui est le jour de mon anniversaire, j'arrive au boulot comme d'habitude, toute contente, c'est mon anniversaire et tout ça. Je savais que j'allais à Québec City, c'était la première fois et tout ça. Et là, ma manager me convoque dans mon bureau. Et là, c'est le drame. Elle me dit que je suis remerciée, parce que c'est le terme qu'ils aiment beaucoup utiliser, parce que ils n'ont plus besoin de moi. Et que ça prend effet là. Donc en fait, je devais finir ce que j'avais à finir pour aujourd'hui et qu'après, je prenais mes affaires et puis bon, c'était bon. Ils n'avaient plus besoin de moi. Je peux vous dire, et là, il n'y a pas eu de 2 semaines de préavis, parce qu'en soi, c'était en mode intérim. Donc, quand c'est de l'intérim, il n'y a pas vraiment de préavis, en fait. Du jour au lendemain, il y a même des gens qui se sont fait remercier dans l'entreprise et qui, au moment où on leur a dit ça, quelqu'un avait déjà préparé leur boîte avec leurs affaires pour qu'ils puissent partir direct après. Donc, voilà, ici, c'est très particulier quand on vous renvoie, entre guillemets. Et du coup, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que, en fait, j'avais déjà pris tellement de temps pour pouvoir trouver un travail que, en fait, quand on m'a virée, entre guillemets, parce que moi, j'ai pris comme si on m'avait renvoyée, pour moi, c'était la fin du monde. Je me disais qu'il fallait encore que je retourne dans ce processus de chercher. Et surtout qu'en fait, je ne comprenais pas parce que, on me disait que je faisais très bien mon travail, que je le faisais très vite, que je comprenais qu'ils avaient aucun truc de négatif à me dire. Donc, j'arrivais pas à tilter et à comprendre les raisons de ce renvoi. Sauf que pour eux, en fait, j'avais rempli les tâches qu'il fallait que je remplisse. Il n'y avait pas de besoin pour la suite et donc, c'était terminé. Donc, je peux vous dire que mon week-end d'anniversaire a été horrible, mais horrible. Mon compagnon a tout fait pour que ça se passe bien. Donc, j'ai quand même réussi à retrouver un peu le sourire et tout ça. Et après, on est revenu de Québec. La semaine s'est entamée et tout. Et quelques jours plus tard, j'ai mon agence d'intérim qui me rappelle et qui me dit écoute Sandy, l'entreprise qui t'a renvoyé demande si tu serais d'accord de revenir
Et je peux vous dire que mon ego l'a très mal pris. J'avais juste envie de dire, mais en fait, non, vous m'avez renvoyé. Donc, pourquoi vous voulez que je revienne? Je suis pas une poubelle ou que sais-je. Mais la personne de la boîte d'intérim m'a fait comprendre, m'a expliqué que c'est comme ça que ça fonctionne ici, que là, sur le coup, il n'y avait pas de besoin, mais maintenant, ils ont de nouvelles tâches pour lesquelles ils ont besoin de quelqu'un. Donc, comme ça s'est bien passé avec moi, ils souhaitent que je revienne. Donc, j'ai fini par dire oui parce que pour le coup, j'avais besoin de mon travail. Ça a juste duré quelques semaines parce que pour le coup, j'ai demandé aussi à mon agence d'intérim de me trouver un taf où je pourrais être placée sur la durée. Mais du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, gardez ça en tête que ici, autant on peut vous renvoyer, autant vous aussi, vous avez cette capacité de pouvoir partir aussi quand parce que vous avez une meilleure opportunité, parce que vous n'avez plus envie, parce que le travail ne vous correspond pas. Voilà, c'est pas comme en France où il y a un préavis de 3 mois, où c'est plus compliqué des fois de démissionner, ou tout simplement c'est plus compliqué pour les employeurs de vous renvoyer si par exemple vous êtes en CDI. Donc ici ça se passe pas du tout comme ça. Donc oubliez cette façon de penser française parce que ici c'est pas du tout le cas. Ensuite on va parler des logements. Donc c'est vrai que ici quand on arrive en tant qu'étranger, et je parle bien en tant qu'étranger, pas forcément en tant que français, c'est vraiment très difficile de trouver un appartement. Parce qu'en soi, en fait, les propriétaires vont se baser sur votre cote de crédit pour savoir si vous êtes des bons payeurs ou pas. Tout en sachant que, comme on n'a pas résidé ici avant, donc on n'a pas cette cote de crédit, on n'a pas cet antécédent financier qui fait qu'on peut prouver si on est des bons payeurs ou pas. Et donc, du coup, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, moi, généralement, en tout cas, dans les deux cas, quand je suis venue en PVT et là en RP, j'ai fait appel à une courtière immobilière qui a présenté notre dossier au propriétaire. Donc, ça a déjà facilité l'échange avec le propriétaire. Elle est genre un peu comme si elle défendait ton dossier. Mais il y a aussi ce côté où le propriétaire va demander généralement, dans ces cas-là, que la personne lui verse le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Donc, du coup, ça fait 2 mois de loyer à payer. Ça n'a rien à voir avec nos cautions qu'on a en France. Là, il n'y a pas du tout de caution. C'est vraiment juste une histoire. Vous payez déjà d'avance 2 mois de loyer. En soi, c'est pas, entre guillemets, je mets bien des guillemets, légal parce que normalement, ils n'ont pas à vous demander ça. Mais comme on n'a pas cette cote de crédit, cet antécédent financier et cette preuve pour le propriétaire de notre en capacité de payer, je vous recommande de l'accepter, entre guillemets. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec ça, notamment les personnes, les Québécois et tout ça, parce que ils disent que ça fausse le marché immobilier. Je comprends tout à fait. Et ça entraîne, des façons de faire qui ne sont pas justifiées et bonnes. Mais c'est vrai que n'ayant pas de code de crédit, c'est très difficile de montrer qu'on est des bons payeurs. Et donc, du coup, des fois, les propriétaires abusent un peu. Nous, c'est ce qu'on a dû faire pour l'appartement dans lequel on est. On a dû payer 2 mois de loyer. Ça nous a permis d'avoir l'appartement. L'avantage aussi, c'est que comme nous, on avait déjà vécu ici en PVT, j'ai pu demander à mon ancienne proprio où on était resté dans notre appartement pendant les 2 ans de PVT, de me faire en fait une lettre qui expliquait qu'on avait toujours payé nos loyers, qu'on était des très bons locataires et tout ça. Donc elle a accepté de nous le faire et je pense que ça a beaucoup aidé, mais c'était pas suffisant, donc on a dû accepter et payer les 2 mois de loyer. Donc moi, je vous recommanderais d'accepter ça parce qu'en soi, c'est pas une caution. Vous n'avez pas une caution à payer sous, c'est 2 mois de loyer que vous donnez déjà. Donc généralement, ils disent que c'est le premier mois, donc le mois d'entrée, et le dernier mois, donc le mois de sortie. Il faut aussi savoir que si vous avez le moindre problème avec votre propriétaire, avec la situation de votre appartement, s'il y a un problème en termes de communication sur un sujet qui ne devrait pas être avec votre propriétaire, vous pouvez aller à la régie du logement
qui est un genre d'organisme de l'État, si j'ai bien compris, et où en fait, il vous explique les droits et les devoirs, que ce soit du propriétaire et du locataire, et s'il y a des démarches à faire, s'il y a des trucs au niveau juridique à faire, ils pourront vous aider et vous aiguiller vers la bonne personne vers qui vous tournez, ou tout simplement vous donner des conseils, ou vous aider à résoudre. Ils font un peu office d'intermédiaire entre vous et le propriétaire. Donc, ils peuvent aussi vous aider sur des situations qui peut-être mériteraient que vous ayez quelqu'un pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à aller à la régie du logement. Vous pouvez même y aller sans rendez-vous et il faudra juste faire la queue et attendre votre tour. Mais voilà, c'est un endroit, nous, on a dû y aller une fois quand on était en PVT. Et la personne avait été vraiment sympa. Elle nous a bien expliqué par rapport à notre situation ce qu'on devait faire. Et pour le coup, ça nous a pas mal aidé. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, vu qu'on parlait de code de crédit et tout ça. Donc ici, il faut savoir que vous allez avoir deux cartes. Vous allez avoir votre carte de débit où généralement est viré votre salaire et votre carte de crédit où en fait, on vous donne la possibilité d'avoir un budget entre guillemets que vous pouvez dépenser à chaque 30 jours à peu près et que vous allez devoir rembourser. Donc, il est toujours conseillé de privilégier d'utiliser sa carte de crédit parce que c'est ce qui permet de construire un dossier de crédit et donc de construire sa cote de crédit pour montrer qu'on est un bon payeur. Et il faut vraiment limiter l'utilisation de sa carte de débit tout en sachant que, par exemple, si vous êtes chez Desjardins, vous avez un nombre de transactions à faire par mois que vous pouvez faire par mois avec votre carte de débit et qui, pour le coup... selon le nombre de transactions que vous avez choisi, vous allez devoir payer des frais à chaque mois. Donc, il faut retenir ça et c'est pour ça que c'est quand même plus intéressant d'utiliser le crédit qu'on vous octroie, mais il faut savoir qu'il faut le rembourser. Je sais que beaucoup de gens se limitent à dire qu'il faut utiliser sa carte de crédit et il faut être en capacité de la rembourser. Donc ça, c'est sûr. Mais ce que j'ai appris, que ce soit en PVT et là, de nouveau, pendant la RRP, c'est que, imaginons que vous avez droit à 1000 euros sur votre carte, 1000 dollars sur votre carte de crédit. Donc, ok, c'est 1000 euros que vous allez pouvoir utiliser. Ok, il faut être en capacité de rembourser ces 1000 euros. N'oubliez pas, être en capacité de rembourser ces 1000 euros. Genre, si vous avez 1000 euros que vous dépensez, 1000 dollars que vous dépensez les 1000 dollars, mais que vous avez un salaire seulement de 500 dollars, ben non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne dépensez pas les 1000 euros, les 1000 dollars alors que vous n'avez que 500 dollars sur votre compte de débit ou en salaire. Mais il est important de noter qu'il ne faut pas dépenser la totalité de ce qu'on vous autorise à dépenser. Parce que, par exemple, si vous avez droit à 1000 dollars sur votre carte de crédit, il est conseillé de dépenser que 30% de ce montant. Et c'est comme ça, apparemment, que sa cote de crédit augmente et que elle se porte, entre guillemets, bien. Si vous dépensez 1000 dollars parce que vous avez 1000 dollars, ça baisse la cote de crédit. Je sais, ça paraît vraiment bizarre et j'ai toujours pas compris. Donc, s'il y a des gens qui comprennent ce système bancaire, n'hésitez pas à me mettre plus d'explications en commentaire. Mais toutes les personnes en finance et au Canada que je suis ont expliqué qu'il fallait seulement dépenser 30%. Pourquoi? Aucune idée. Pourquoi 30% et pas 40% et pas 50%? Vraiment aucune idée, mais c'est seulement 30%. Je trouve ça vraiment très peu par rapport à ce qu'on nous autorise à avoir. Mais voilà, je vous donne l'information, vous voyez comment vous pouvez faire. Mais c'est pas parce qu'on vous donne 1000 dollars à pouvoir dépenser sur votre carte de crédit qu'il faut dépenser la totalité de ces 1000 dollars. Et il faut aussi savoir que par exemple, si vous avez 1000 dollars sur votre carte de crédit, que vous dépensez 1200, 1300 dollars, alors que normalement vous aviez juste droit à 1000 dollars, vous avez des intérêts qui vont avec. J'ai dû faire les frais à 2 reprises. Je peux vous assurer que vous ne voudrez pas faire les frais d'avoir utilisé, on va dire, ce genre de découvert parce qu'en fait, vous avez dépassé votre limite et eux, en fait, ils ne rigolent pas. Et dans tout ce qui est partie financier, je vais juste rajouter que si vous êtes français, mais je pense que ça fonctionne un peu pour tous les trucs. Moi, je sais que
ça a été un nightmare, vraiment un cauchemar d'essayer de transférer de l'argent de mon compte français, de mes comptes français vers mon compte canadien. Genre, le RIB canadien, pour moi, c'est un mystère. Et du coup, les banques en France ne le reconnaissent pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai deux banques différentes. Les deux banques, ça ne fonctionne pas. C'est archi compliqué. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'essayer. Je passe par TransferWise, par Waze. Je vous mettrai le nom quelque part. Ou sinon le lien en description. Et je trouve que c'est archi facile. Ça prend des intérêts, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, ça se fait vraiment simplement. Voilà, moi je vous conseillerais TransferWay si vous voulez faire des transferts d'argent entre vos différents comptes. C'est beaucoup plus simple. Ouais, moi c'est la solution que j'ai trouvée. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Ça pourra m'aider et aussi aider d'autres personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et avec la partie impôts. Donc il faut savoir que les impôts ici, tu peux les déclarer jusqu'au 30 avril, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, genre, si tu es arrivé... Bah, là, on est arrivé en mai, donc on n'a pas eu à déclarer pour cette année. Mais par contre, l'année prochaine, on va devoir déclarer et on déclarera de janvier à avril en France et de mai de cette année à décembre de l'année prochaine ici. Donc, du coup, on aura deux déclarations différentes à faire puisque durant l'année, on a vécu dans deux endroits différents du monde, quoi. Et donc, du coup, moi, je recommande, de par notre expérience, de faire appel à un comptable. Ça coûte entre 80 et 200 $. Ça dépend de la personne et du comptable que vous allez avoir et aussi de votre situation, de si c'est plutôt compliqué ou pas. Mais voilà, je vous conseille de faire appel à un comptable, en tout cas pour les premières années où vous arrivez ici, parce que c'est un peu compliqué à comprendre, ça va vous demander du temps et vraiment de ne pas vous tromper dans votre déclaration. Donc, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui maîtrise ce sujet et qui connaît aussi. N'hésitez pas à faire aussi appel à un comptable qui est familier avec les nouveaux arrivants, le contexte français et le contexte canadien, tout en sachant qu'il faut savoir que vous avez l'impôt provincial et l'impôt fédéral. Donc, provincial, c'est lié à Québec et fédéral, ça va être le Canada. Donc, comme nous, on est à Montréal, on a deux impôts à payer. Et pour le coup, voilà, c'est quand même plus simple quand on fait appel à quelqu'un. Et du coup, ces deux impôts, normalement, si on fait référence à vos fiches de paie, vous allez les retrouver sur votre fiche de paie normalement, parce que du coup, c'est des cotisations aussi que vous payez. Tout ce qui va concerner la santé. Donc, il faut savoir ici que l'équivalent pour notre sécurité sociale, ce serait à peu près la RAMQ. R-A-M-Q. Si vous êtes PV6, vous n'avez pas droit à la RAMQ, mais par contre, si vous êtes en RP, résidence permanente ou un autre visa, vous pouvez avoir droit à la RAMQ. Tout en sachant que c'est une demande à faire en ligne. Donc, je vous mettrai le lien où il faut faire votre demande à votre arrivée quand vous êtes résident permanent ou autre visa. Donc, de toute façon, sur le site, il vous demande de répondre à un questionnaire et comme ça vous dit si vous êtes éligible ou pas. Mais je sais qu'en tant que PV6, vous n'avez pas droit à la RAMQ. Alors, je vous mettrai le lien en description et du coup, il vous demande de remplir les informations et tout ça. Et il faut savoir que vous avez un document très spécifique à envoyer, que nous, on n'a pas réussi à envoyer parce que on pensait que c'était tel document, mais apparemment, c'était pas ça du tout. Choudou a dû appeler la sécurité sociale, ça a pris une plombe parce que bien évidemment, ils répondent pas tout de suite pour que la personne puisse nous créer le document en question parce qu'on ne peut pas le télécharger en ligne comme ça. Donc, il va vous falloir vraiment du temps et de l'énergie pour réussir à avoir ce document. Si je me rappelle du nom, je vous le mettrai là ou sinon ça sera en barre d'informations. Mais du coup, ce document en fait permettrait d'éviter la carence qu'il y a parce que si en fait
pour nous les Français, là je parle vraiment pour nous en tant que Français, parce qu'il y a un accord qui fait que si on a ce document de notre sécurité sociale, en fait la RAMQ prend effet dès le moment où on a fait la demande. Sauf que nous, on pensait avoir donné le bon document, malheureusement c'était pas le bon document. Et donc pour le coup, on a une carence de 3 mois, donc ça veut dire que de mai jusqu'à ce qu'on reçoive notre RAMQ, puisque là on l'a toujours pas reçu, donc on espère la recevoir fin août. En fait on n'est pas du tout assuré, on n'a pas de sécurité, entre guillemets de sécurité sociale, on n'a rien, on n'a pas la RAMQ. Et que normalement au bout de 3 mois on va recevoir notre carte, et à partir du moment où on reçoit notre carte, on peut, si jamais on a des problèmes de santé, se pencher dessus entre guillemets. Mais je pourrais pas encore vous dire si ça rembourse bien, qu'est-ce que ça rembourse. Je suis pas vraiment au fait pour l'instant de ça, vu qu'on ne l'a pas du tout, et que quand Choudou était malade, comme on n'avait pas de RAMQ, il a tout déboursé de sa poche, et je peux vous dire que c'est un billet ici. Donc franchement, en plus de l'argent que vous devrez avoir ici pour subvenir à vos besoins en arrivant, je vous conseille d'avoir quand même des économies pour la santé, parce que ça coûte vraiment très cher. Je le savais déjà, parce que on a quand même un système en France qui fait qu'on paye pas grand chose, et pour peu qu'on ait une bonne mutuelle, on paye rien du tout. Mais ça fonctionne pas comme ça ici, et le système de santé ici, faut vraiment débourser très très cher. Mais quand je vous dis très cher, c'est très 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 cher. Donc soyez accrochés et soyez préparés, genre vraiment préparés pour ça. Parce que je pense que là c'est très très long, et que peut-être que ça va un peu vous saouler. Pour rencontrer des gens, alors il faut savoir que moi pendant mon PVT, les seules personnes que je voyais c'était Choudou, une fois comme ça tous les 6 mois ma cousine, et je me suis pas fait d'amis en PVT parce que les personnes avec qui je travaillais n'étaient pas forcément très enclins à vouloir sortir boire des verres ou à créer un lien. Donc au final, j'ai pas créé de lien avec mes collègues. Les seules personnes que j'ai connues, c'était les potes de mon compagnon. Donc je me suis pas fait d'amis à l'époque en PVT, et donc pour le coup je me suis dit que là pendant ma RP il fallait pas que je reproduise la même erreur. Donc j'essaie vraiment de créer du lien. C'est que comme ça que vous allez réussir à vous intégrer ici et à ne pas vous sentir seul. Parce que quand on déménage dans un autre pays, on n'a plus nos repères, on n'a plus nos piliers, on n'a plus les personnes à qui on a l'habitude de parler, avec qui on a l'habitude d'être, avec qui on a l'habitude de rigoler. Et ça peut devenir très pesant et très difficile. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de faire au mieux pour rencontrer du monde. Après, je ne vous dis pas que les personnes que vous allez rencontrer vont tout de suite devenir vos meilleurs amis, pas du tout. Mais au moins, ça fait du bien de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter de sujets et d'autres, de rigoler un peu avec des gens de diverses situations et tout ça. Donc c'est vraiment important de privilégier ce volet quand vous arrivez, et de ne pas vous refermer sur vous-même, parce que moi c'est ce que j'ai fait en PVT, et j'avoue que c'était vraiment très très dur à vivre. J'avais au moins la chance d'être avec mon compagnon, mais en soi, même si j'aime énormément mon compagnon, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. En tant qu'être humain, pouvoir parler et communiquer avec d'autres personnes aussi, c'est très important. Même si je suis une introvertie dans l'âme, j'ai compris que c'était important, et en tant que personne, on en a besoin. Nous, on avait ce côté où on se disait, en tout cas en PVT, on n'ira pas du tout vivre dans le plateau, parce que dans le plateau, il n'y a que des Français. Vous savez, cet a priori que tout le monde dit et a, que dans le plateau, il n'y a que des Français. Et on se disait, en soi, ça sert à quoi de venir vivre dans un autre pays si c'est pour nous retrouver dans un quartier ou une ville où il n'y a que des Français, et où en fait, on ne peut pas faire la connaissance de d'autres personnes, de d'autres cultures et tout ça. Et en fait, on avait tort, parce que dans le sens où c'est très difficile de faire ami avec des Québécois. Je précise des Québécois parce que, encore une fois, on est à Montréal, on n'est pas à Toronto ou à Vancouver ou que sais-je. Donc, je vais prendre vraiment ce côté où, voilà, pour moi, je trouve que c'est très difficile de faire ami avec des Québécois. Et il faut savoir que Montréal, c'est une ville multiculturelle. Vous allez trouver des personnes qui viennent de partout dans le monde. Donc,
c'est des personnes qui sont dans des situations comme les nôtres, qui ne sont pas natifs de Montréal ou du Québec, et qui pour le coup ont soit vécu ce qu'on est en train de vivre déjà, ou soit sont aussi en train actuellement de vivre la même chose que nous parce qu'ils viennent d'arriver dans le pays. Et généralement, on fait amis avec des personnes qui nous ressemblent ou qui ont des situations similaires que les nôtres. Et pouvoir parler, discuter avec ces personnes de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, de comment ils les ont affrontés, je pense que c'est vraiment bien et ça permet de voir les choses aussi différemment parce qu'on a souvent l'impression qu'on est tout seul dans notre malheur, dans notre mal-être, alors que en fait, toutes les personnes qui viennent habiter dans un autre pays vivent aussi des situations plutôt similaires. Donc je pense que avoir ce volet où vous donnez la possibilité de rencontrer du monde est très très important pour votre intégration, pour pouvoir bien s'intégrer ici et faire en sorte que votre aventure dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville où vous allez habiter se passe bien. Moi là par exemple, je sais qu'une fois je suis allée toute seule à un événement où c'était Sip and Paint. En gros, tu passes la soirée avec de la musique, un peu à manger, à boire et en même temps tu fais de la peinture. J'y étais allée toute seule parce que ça m'intéressait et Choudou ne pouvait pas à ce moment-là. Et donc du coup, il y avait une autre fille à côté de moi qui elle aussi était toute seule. On n'était que toutes les deux en mode solo alors que tous les autres étaient en groupe. Et pour le coup, on a fait connaissance. Et ça fait 2 fois qu'on est allé bruncher ensemble. Et là, ce soir, on va au cinéma ensemble. Donc voilà, ça m'a permis déjà de faire une première rencontre. Vous avez par exemple la C-Team qui est une genre d'association pour les nouveaux, où les nouveaux arrivants vont et où en fait vous pouvez avoir tous les renseignements nécessaires sur les démarches à faire à votre arrivée. Vous avez aussi des cours de français, des cours d'anglais qu'ils vous proposent. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Ils ont beaucoup d'ateliers aussi qui sont faits pour les nouveaux arrivants. Donc ça peut être déjà un bon début pour vous commencer à connaître des gens, à faire connaissance. Vous avez aussi tout ce qui est groupe Facebook. Il y a énormément de groupes sur Facebook de nouveaux arrivants, de PVTistes, de personnes qui viennent d'arriver dans telle ou telle ville, dans tel ou tel pays. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a aussi beaucoup de clubs, par exemple des clubs de running, des clubs de marche. Et généralement, les gens qui y vont, ce sont souvent des étrangers, des personnes qui viennent d'arriver dans une ville et qui veulent faire connaissance avec d'autres personnes. Donc, c'est une super bonne alternative pour apprendre à connaître des gens. Donc voilà, si jamais j'ai d'autres noms de groupes ou d'associations qui existent dans ce sens, je vous les mettrai en barre de description si je n'oublie pas. Mais voilà, essayez vraiment de faire tout pour faire de nouvelles connaissances. Après, encore une fois, je ne vous dis pas que ces personnes que vous allez rencontrer à tel événement, dans telle association, dans tel groupe vont devenir vos meilleurs amis. Non, mais au moins ça vous permettra de changer un peu d'environnement, de connaître d'autres personnes, d'échanger et ça vous permet en fait de vous ouvrir un peu plus et de vivre votre expérience de façon quand même plus positive que si vous restez tout seul dans votre coin. Voilà, c'est tout pour moi. Désolée si la fin de ma vidéo, je vous l'ai présentée comme ça en mode pyjama, vient de se réveiller. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile à beaucoup de personnes. Donc si vous avez des trucs à rajouter ou au pire d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde sur notre séjour à Montréal, comment on a fait pour y arriver, si vous aimeriez que j'aille plus en profondeur sur certaines thématiques, dites-les moi en commentaire, ce serait avec plaisir que je pourrais vous partager mon expérience, parce qu'encore une fois, c'est par rapport à mon expérience à moi que je me permets de faire cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Je vous fais des bisous et on se dit à mardi prochain. Ciao les amis.